Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. Nous, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour les actus de la semaine. Donc, on revient sur une semaine normale, parce que la semaine d'avant, on était à Paris pour une compète de sport de Julien. Et effectivement, il n'y avait pas eu d'épisode le lundi, on s'en excuse. L'épisode de lundi est sorti jeudi, et jeudi, il n'y avait pas l'épisode du jeudi. Donc là, on repart sur une semaine normale, normalement. Et ça tombe bien, parce que même si on avait sorti déjà les actus de la semaine jeudi dernier, en vrai, on a encore beaucoup de choses à raconter. On avait même pas pu tout dire jeudi la dernière fois. Ouais, donc en fait, on en profite pour donner le reste des news. On commence peut-être. On aimerait parler d'un truc qui nous est arrivé. C'est une arnaque en ligne. Qui était vraiment bien ficelé. Franchement, Ouais. c'était bien ficelé. Bon, pour ceux qui le savent, on accompagne des investisseurs. On avait un calendrier en fait, initialement pour prendre les rendez-vous. Entre-temps, on l'a retiré parce que, avec le nombre de personnes qu'on avait, etc., on avait retiré le calendrier. Il y a quelqu'un qui a réussi à retrouver le calendrier. Et bizarre déjà, je crois que son nom c'était l'expertise du notaire, un truc comme ça quand il prend rendez-vous. J'avoue que je regarde pas spécialement ce qu'il a écrit en description, vu que de toute façon c'était je pense qu'il l'a pris 1 ou 2 semaines à Bah l'avance, si, hein. moi j'avais regardé et en fait ça parlait un éventuel partenariat sur une stratégie de contenu en ligne en rapport avec ce qu'on faisait. Donc en vrai, il y avait pas spécialement de red flag parce que forcément aujourd'hui entre guillemets on a des réseaux, on a une certaine présence en ligne et forcément il y a des gens des fois qui nous proposent des partenariats ou des choses comme ça. Et c'est vrai que des fois juste par curiosité on regarde toujours ce que la personne a à dire, sauf si vraiment c'est décorrélé de ce qu'on fait. Mais là, vu que c'était un notaire, etc., on s'était dit, écoute, pourquoi pas regarder. Bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On tape le nom du notaire sur Google. Je retrouve son LinkedIn. Il existe. Il est effectivement associé d'un cabinet à Lyon, enfin d'une office notariale à Lyon. Et la photo correspond à celle de l'adresse mail qui a pris rendez-vous avec nous sur le calendrier. Du coup, peut-être le seul truc bizarre, c'est qu'à la base, ils prennent un rendez-vous le samedi, puis ils reprogramment un autre rendez-vous le lundi. Bref, en plus, c'est tombé sur le week-end, on était à Paris. Donc, on s'est dit, bon, c'est pas grave. De toute façon, on le fait pas le samedi, on le fera le lundi. Du coup, le lundi, je fais le rendez-vous avec lui. Et le seul truc déjà que je trouve bizarre, c'est qu'il active pas sa caméra. Après, je me dis, bon, sans doute un boomer, à la voix et à la photo, il avait l'air d'avoir fin de quarantaine, début de cinquantaine. Je me dis, bon, sans doute un boomer, il est en télétravail, peut-être pour ça qu'il ne faut pas activer la caméra. Et bref, dans tous les cas, je voulais voir de qu'est-ce qu'il avait à dire. Et en fait, le rendez-vous commence. Quelqu'un de vraiment qui avait, enfin, la voix en tout cas correspondait vraiment à la personne que je pensais avoir, etc. On commence un petit peu à discuter, quelques banalités. Et puis il me dit, bon, on va commencer. Et je lui dis, ok, très bien. Il me dit, j'aimerais bien que vous connectiez à une plateforme. Donc la plateforme c'était Trello ou Tello, je sais plus. Non, c'est Trello. Trello, ouais, c'est ça. Donc c'est une plateforme un peu comme Miro pour ceux qui connaissent, de partage de fichiers en ligne. C'est un truc assez utilisé dans les boîtes. Voilà, logiciel d'entreprise pour partager du contenu, des présentations, etc. Bref, là encore une fois, rien de très anormal jusque-là. Sauf que quand il m'envoie le lien par mail et que je me connecte dessus, c'est vrai que je tombe sur une page où il y a marqué Trello, mais on me demande de mettre mes informations de carte bancaire. En plus, moi, j'étais dans la salle de bain de l'autre côté, donc j'écoutais d'une oreille, j'envoyais des textos à Julien, j'étais là, mais c'est un phishing, non? Ouais, et moi, tout de suite, je trouve ça bizarre. Alors bon, heureusement, réflexe de banquier, je regarde le site, je regarde ce que c'est. Pourtant, il y avait toutes les certifications Visa, etc. Donc en plus, on était bien par un système de paiement intra-Europe, tu vois. Enfin, vraiment, je regarde tous les trucs, je me dis, mais vraiment, c'est bizarre. T'as capté là, à ce moment-là que c'était un phishing. Exactement. J'ai capté à ce moment-là que c'était un phishing parce qu'en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que quand t'allais plus loin pour le paiement, l'entreprise qui recevait ton paiement, c'était pas Trello, c'était Remandly. Et en fait, pendant que je suis au truc avec lui, j'ai mon téléphone. Et en plus, comme il me cassait vraiment la tête pour que je le fasse, parce que moi directement, on me demande ma carte, c'est toujours anormal. Donc moi direct, j'essaie de botter en touche. Je dis, mais écoutez, je le ferai plus tard. Faites-moi déjà la présentation, on verra. Il insiste, il me dit, non, faut vraiment que ça se fasse. Là, on a du temps. Je préfère autant qu'on le fasse maintenant et tout. Déjà, il insiste un peu trop. Ça commence à me mettre un peu la puce à l'oreille. Et du coup, surtout, je regarde quelle est l'entreprise qui reçoit le paiement quand vous payez sur le logiciel intégré à la plateforme, qui se disait être Trello, mais du coup, c'était une fausse interface. Et en plus, dans le lien, c'est un peu compliqué parce que même quand c'est des liens d'entreprise, là, j'avais bien un lien https // Trello quelque chose. Donc vraiment, le truc était super bien monté du début à la fin. Il y avait
très peu de red flags, si ce n'est la manière dont c'était amené. Et le seul truc qui m'a fait comprendre que c'était effectivement une fraude, c'était que l'entreprise qui recevait mon paiement si j'allais au bout, et en plus c'était particulier parce qu'on te disait pas que c'était un paiement, on te disait simplement que c'était C'est une empreinte de carte, non? Non, c'était même pas une empreinte de carte, on disait que c'était pour vérifier ton identité. Pour ceux qui savent un petit peu, mais les boîtes américaines font souvent ça. Nous, je sais qu'on a System.io, on a des comment dire, des solutions en ligne. Ouais. C'est vrai que les ricains, eux, ça, même s'ils prélèvent pas ou même si on n'utilise que l'essai gratuit, ils demandent de la CB souvent. Ils demandent toujours la CB au moins pour vous identifier. Et c'est aussi dans une logique de traquer, enfin d'être sûr que la personne qui s'inscrit avec un nom et un prénom est bien celle qui est derrière et que vous usurpez pas l'identité de quelqu'un parce qu'entre guillemets vous avez une carte bancaire, quoi. D'un autre côté, ça aurait pu être plausible ou pas. Et allez, t'as voulu aller voir un peu jusqu'où il allait du ou coup, pas? en fait, je regarde quelle est l'entreprise de paiement qui reçoit le paiement. Donc là, je vois Remadly, ça me dit rien sur le moment, mais je me dis allez, je le Google. Et là, je me rends compte que c'est un site de prestataire de paiement en rapport avec Western Union, tu vois. Donc là, direct catégorisé fraude. Et du coup, j'essaie de pousser quand même le truc un peu au bout parce que quitte à y être, je me dis bon ok, c'est une fraude, on va voir jusqu'où ça va. Du coup, je pousse le rendez-vous et j'essaye en fait qu'il me donne plus d'informations sans aller plus loin, mais il reste bloqué sur le truc de on n'ira pas plus loin tant que vous avez pas mis votre carte dans le truc. En plus, je m'amuse à le faire galérer, je lui dis que ça marche pas, etc. Ouais. Et à chaque fois, lui me fait semblant qu'en gros, il va essayer de voir pour régler le problème. Et en gros, à la fin, il finit par insister en disant écoutez, on n'ira pas plus loin si vous mettez pas votre carte. Je dis je mettrai pas ma carte. Et là, il raccroche. Et vraiment, c'est là où il faut faire super attention, c'est que il a bien usurpé l'identité d'une vraie personne. Ouais, ça par contre c'est un peu chaud. Hein. Alors bon, j'ai pas pris le temps ni de porter plainte parce que finalement, nous on n'a pas perdu d'argent dans l'histoire et j'ai pas contacté le notaire non plus pour lui dire que il se faisait escroquer usurper son identité, mais il a bien pris l'identité d'un vrai notaire qui existe. Genre, ce mec-là existe, il y a bien une étude notariale à Lyon avec d'autres associés. Enfin, je veux dire, ils ont pas pu créer une fausse étude notariale sur les réseaux, c'est trop gros, ça se serait vu, tu vois. Donc, en fait, ils se sont bien fait passer pour un notaire qui existe. Donc, juste encore une fois, un grand rappel à tout le monde sur les fraudes et différentes arnaques qui peuvent arriver en ligne. Alors bon, nous, c'est vrai que là, c'était très particulier. En plus, c'était un truc dans notre domaine, entre guillemets, on aurait vraiment pu se faire avoir parce que... Ouais, mais il a dit en plus qu'il connaissait le podcast et tout. Enfin, ouais, c'est ça. Bien fait, en fait. C'était bien fait. Ils s'étaient quand même renseigné un minimum sur nous, etc. Enfin, ils avaient vraiment passé du temps à ficeler leur truc. Et c'est vrai que, par exemple, je sais pas, moi, ça aurait été un mec qui me contactait pour du sport, pour des fringues, pour des voyages, j'en sais un autre truc, tu vois, j'aurais pu me dire d'entrée que c'était vraiment bizarre. Là, entre guillemets, comme c'était dans notre domaine, bon, tu vois. Ouais, puis en plus, t'es banquier, quand on se fait une idée du phishing, on imagine un brouteur perdu au fin fond de l'Afrique. Ouais, oui, c'est ça. Non, mais même, honnêtement, c'est la première fois que je vois un phishing fait de cette manière-là, parce qu'il faut savoir que, honnêtement, même pour eux, c'est pas très malin, parce qu'en fait, en essayant de récupérer vos coordonnées des cartes bancaires, c'est du one shot. C'est-à-dire que grosso modo, le max qu'on aurait pu perdre dans son opération, c'était 200 €. Donc je comprends pas pourquoi il fait des fraudes où il passe autant de temps pour 200 €, parce que normalement, le vrai phishing tel que moi je l'avais à traiter quand je travaillais en banque, c'est du phishing, on va récupérer vos accès à vos comptes bancaires pour faire des virements. C'est encore différent. Ouais, j'avoue que... Et là, simplement, en fait, il essayait de récupérer ma carte bancaire et de me faire valider un lien de paiement à 200 €. Donc, en soi, il récupérait 200 balles, mais après, il pouvait pas récupérer plus parce que dans tous les cas, aujourd'hui, avec les systèmes de carte bancaire, vous devez valider à la main chaque opération sur votre téléphone. Donc, c'est vrai que en soi, l'arnaque est super bien ficelée parce qu'en fait, on pourrait vraiment y croire. Mais d'un autre côté, s'ils essayent de récupérer des milliers et des cents comme ça, je sais pas comment ils s'y prennent parce que vraiment, ouais, je pense que ça pas récupérer plus de 200 balles, quoi. Ouais, donc je trouve que c'est beaucoup de travail pour 200 €. Ouais, puis après je pense que ça dépend. Nous on était une entreprise, mais si ça se trouve sur des particuliers, c'est pas si difficile, tu vois. En plus, il suffit de faire confirmer, infirmer des informations. En fait, le scénario, à mon avis, ça doit être... Ouais, mais franchement, je sais pas, tu sais, c'est toujours pareil parce que tu sais, t'as toujours le chevalier blanc et ton démon noir, tu vois, un peu en toi. Et tu vois, nous aujourd'hui, heureusement, on est plutôt tiré par notre chevalier blanc qui nous fait faire des choses positives dans la vie, qui fait en sorte qu'on essaie d'avoir une droiture, une honnêteté pour arnaquer personne. Et t'as toujours un peu ton démon noir qui te dit, écoute, tu pourrais gagner facilement d'argent en faisant de l'escroquerie. Et c'est vrai que on va pas se mentir qu'on a une époque où c'est d'une
facilité d'escroquer, particulièrement les boomers. Hein. C'est moi je vois souvent des vidéos comme ça en ligne où il y a des gens qui disent en rigolant, si j'avais aucune race, j'irais escroquer des boomers, parce que c'est vrai que c'est très facile aujourd'hui. Il y a pas si longtemps, il y avait une dame, elle s'était fait oui, le faux Brad Pitt. Oui, voilà, ouais. Voilà, tu vois, typiquement, enfin, en fait, en vrai, aujourd'hui, si vraiment t'as aucune race et que tu veux escroquer, c'est super facile de le faire. Et honnêtement, pour ce qu'ils pouvaient récupérer en termes d'argent, je trouve que leur escroquerie, autant elle est bien ficelée, autant le gain possible est dérisoire. En fait, écoute, tu lui expliqueras le principe de rentabilité la prochaine fois. Mais exactement, la prochaine fois que ce mec réserve, je lui dirai attends, on va reparler de ton truc, parce qu'en fait, pour l'énergie que tu dépenses à essayer de m'escroquer 200 €, tu pourrais autant les gagner de manière digne, en fait, tu vois. Parce que pour moi, l'escroquerie, c'est tellement un truc sombre, et tu peux tellement pas te regarder dans la glace après ça, qu'entre guillemets, il faut vraiment que ton delta il soit énorme, en mode il faut que ta rentabilité pour une heure de boulot, faut que tu sois capable de faire, je sais pas moi, 15, 20, 30, 40, 50 000 €, j'en sais rien, tu vois. Et là, ok, t'es escroc. Si t'es un escroc pour escroquer 200 balles, et en fait, ça te prend le même temps de travail que si t'avais travaillé dignement pour les gagner, en fait, t'es juste con, quoi. Bon, bah voilà, vous le savez si vous voulez monter des voilà, enfin, je veux dire, c'est à un moment donné, soit tu montes un truc de fou où effectivement t'aurais jamais pu gagner cet argent de manière légale, soit si en réalité tu montes un truc de fou mais pour essayer d'escroquer 200 balles, en plus un mec qui va finir par s'en rendre compte, et au final le mec on a tous les deux perdu 25 minutes, tu vois, mais bon, entre guillemets, je me suis pas fait escroquer, c'est lui qui a perdu son temps et qui a pas gagné d'argent, tu vois, donc bon. Ah, ouais. Deuxième actu, on va parler un peu de Christopher Wangen. Peut-être qu'il y en a qui savent pas qui c'est. Alors, ça nous fait une porte pour un sujet plus large. Oui, voilà. Pourquoi ? Parce qu'on est tombé sur un de ses réels. Alors, Christopher Wangen, pour ceux qui le savent pas, c'est quelqu'un qui a pété dans l'information en immobilier, je dirais, entre 2017 et 2020. C'est ça, c'est surtout le Covid qui lui a fait avoir le storytelling, c'est que c'était quelqu'un qui à la base venait d'une famille vraiment petite classe sociale, quoi, donc et qui avait toujours rêvé de quoi. Oui, bah en fait, c'est bon. Il me fait des signes, du coup je suis là, oui. Non, mais bon, son storytelling est un peu exagéré, il nous fait croire que, tu sais, chez lui c'était Gavroche, et en fait, bon, il vient de la classe moyenne française, tu vois. En fait, franchement, il exagère son truc à chaque fois. Je sais pas, c'est du storytelling, quoi. Oui, c'est du storytelling, mais je veux dire, nous pareil, on pourrait dire oui, franchement, quand on était petits, on mangeait que de la soupe le soir et tout. Ah non, tu viens de la classe moyenne française, alors oui, t'étais pas riche, mais non, t'étais pas pauvre non plus. Et la réalité, c'est qu'effectivement, à chaque fois, il fait croire, il fait pleurer dans les chaumières, comme si quand il était petit, il vivait en logement social, et presque, je sais pas, une fois, il a raconté que les huissiers sont venus à la maison. Je suis quasiment sûr que c'est faux, cette histoire. Donc bref, j'essayais de vous situer le personnage du coup avant que Julien s'agace. Non, mais voilà, je m'agace parce que du coup son storytelling, moi je trouve que tu vois, typiquement c'est le genre de choses qui participent à donner une mauvaise image des gens qui font de l'accompagnement. Voilà, proposent de l'accompagnement, de la formation, peu importe, parce qu'entre guillemets c'est dans l'exagération pour en rajouter. Mais bon, vas-y, termine ton histoire. Nous, notre avis, c'est que du coup en fait on le suivait un peu comme Yann Darwin, il y en avait quelques-uns à cette époque-là qui étaient assez connus, et c'est vrai qu'il a un peu lancé la formation dans l'immobilier. Là où nous on est un peu dubitatif, c'est qu'en fait, c'est pas quelqu'un qui a vécu de l'immobilier, c'est-à-dire qu'il a pas construit un patrimoine pour en vivre, et il n'est pas devenu millionnaire avec ça, contrairement à ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui a vendu des formations et qui est devenu millionnaire en vendant ses formations sur l'immobilier. Je pense qu'il devait avoir 20 lots à tout péter quand il a lancé ses formations. Et en fait, du coup, depuis, son job principal, c'est de faire de la formation en ligne, des webinaires, etc. Et là, on est tombé récemment sur un de ses réels qui montre... ça me fait vraiment trop rire. Ça fait un peu comme TEDx, tu vois, ou pas. Tu sais, TEDx, c'est des conférences, sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, etc. Okay. Où en fait, il est sur scène et il dit, voilà, l'année dernière, j'ai perdu 1,8 million. Voilà, ok. Et il dit que du coup, il n'y aura pas de 3e édition de sa conférence webinaire immobilier. Non, c'est le Z Festival. C'est pareil. Non, c'est un peu différent. En gros, c'est parce qu'on voulait en parler, parce que ça ouvre une page un peu plus grande sur un peu toutes les conférences / séminaires que vous pouvez avoir sur l'investissement, l'entrepreneuriat, le mindset, l'immobilier, etc. Et c'est vrai que Christopher Wangen avait fait une fois justement quand je pense qu'il a été au prime de la hype qu'il y avait autour de lui, de son histoire, de ses formations. Et c'est vrai que pour le coup, c'est quelqu'un qui s'exprime très bien. Tu vois, faut quand même rendre un peu. Il n'est pas riche n'importe. Enfin, c'est pas tombé. Ouais, dessus, mais tu vois, quoi. Il a quelques... par rapport à d'autres,
dans ce domaine-là, on va pas tous les citer, mais je veux dire, par rapport à d'autres, je trouve que c'est parmi ceux qui s'expriment très bien. Et c'est vrai que sa DA sur ses vidéos YouTube est particulièrement bonne. Après, il a changé. Tu vois, moi, j'aimais beaucoup les vidéos qu'il faisait jusqu'à 2021-2022. Après, il a changé un peu d'angle et j'ai complètement arrêté de le regarder à ce moment-là. Mais bref, il avait lancé un grand séminaire, une grande conférence qu'il avait fait à Paris où il avait rempli je sais plus quelle salle, je crois que c'était le Zénith de Paris, peut-être un truc comme ça. Bref, il y avait vraiment beaucoup de monde et sachant que dans cette niche-là, c'était quand même entre guillemets le plus gros événement qui avait été fait jusque-là. Et en fait, après ça, il a essayé de organiser un truc que moi j'ai toujours trouvé très bizarre, c'était le fameux Z Festival. Donc c'est le truc que tu parlais, mais il faut expliquer du coup ce que c'est. Le Z Festival, en fait, c'est qu'il essaie de mélanger à la fois le côté speaker, entrepreneuriat / investissement et de mettre ça en mode un peu soirée, techno, festival, musique, tu vois. Du coup, c'est deux salles, deux ambiances en un, tu vois. Et vraiment, moi, quand le jour où il a présenté le concept de ce truc-là, vraiment, moi, j'étais là en mode, je vois pas le deal, quoi. Je vois pas le del. En fait, je sais pas, moi, si tu veux aller écouter de la techno, tu vas écouter de la techno. Si tu veux écouter un mec te parler d'immobilier, tu écoutes un mec te parler d'immobilier. Mais je vois pas comment tu mélangeais les deux en même temps, tu vois. Pour moi, c'est deux trucs qui se mélangent pas, tu vois. Et du coup, bref, il avait lancé son truc, il a fait la première édition, la deuxième édition, et je crois que là, il voulait faire la troisième, et finalement, il l'a fait pas, parce qu'en gros, la première édition, il avait perdu justement 1,8 million, la deuxième a pas été rentable non plus. Et en gros, il a dit qu'il fait pas la troisième parce que grosso modo, moi ce qui m'a le plus fait sourire, c'est les arguments qu'il a mis dans son message, c'est qu'en gros il le fait pas parce qu'en gros l'ambiance entrepreneuriale en France est trop pourrie. C'est un peu le truc, sans remettre en question le principe même du concept qui pour moi est pas bon. Donc c'est pour ça que c'est un peu marrant de le présenter de cette manière-là. Et pourquoi on en parlait? On en parlait déjà pour faire un truc un peu plus large sur tout ce qui est séminaire, conférences, etc. Je pense qu'il y a un peu à boire et à manger. Tu sais, tu trouves un peu ce que tu veux là-dedans. T'en as qui sont bons, t'as certains concepts qui sont pas mal. Des fois, ça te permet d'avoir des gens de grande qualité qui vont venir parler. Ça peut être des avocats fiscalistes, ça peut être des banquiers qui vont travailler dans le private equity avec des grands fonds d'investissement. Bref, ça te permet de vraiment prendre du recul sur comment fonctionne le monde économique en termes d'investissement, en termes de grande masse, en termes d'évolution. Et c'est vrai que je pense que tu as une certaine valeur ajoutée dedans. Maintenant, de vouloir par exemple transformer ça en un festival de musique, sachant que voilà, vous comprenez un peu la population qui va aller à une webconférence sur l'immobilier. Voilà, c'est plutôt des gens qui s'intéressent à ça, qui des fois ont déjà une famille, qui entre guillemets déjà vont prendre de leur temps sur le week-end pour venir y assister, etc. En fait, ils viennent peut-être pas pour faire la fête, tu vois. Ils viennent plutôt pour avoir du sérieux, avoir de la motivation et récupérer ça pour justement pouvoir le transmettre dans l'action qu'ils sont en train de faire dans la création de leur propre patrimoine, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça très voilà, ça m'a fait un petit peu sourire qu'il soit là en mode ouais, c'est parce que l'ambiance entrepreneuriale en France c'est trop pourri, alors que la réalité c'est que je pense qu'il fait moins d'argent qu'avant sur ses formations, principalement parce que le Covid a été un boost mais faramineux, parce que les gens étaient à la maison, ils avaient énormément d'argent et je pense que n'importe qui avait un business en ligne à ce moment-là, il pouvait péter très facilement. Et la deuxième chose, et même nous on le voit, et des fois nous on en parle parce que vous le savez aujourd'hui, nous aussi, on accompagne des investisseurs à commencer à investir dans l'immobilier. Et honnêtement, on est dans une période qui est beaucoup moins faste qu'on l'était en 2020 pour une raison simple, c'est que les taux sont pas les mêmes, c'est que tous les jours, vous avez tous les médias qui vous disent que c'est la crise immobilière. Tiens, ce matin, j'ai vu le premier article où ça disait, ça y est, c'est la reprise, le marché repart à la hausse. J'ai vu le premier article ce matin, je suis là, wow, 3 ans que j'en avais pas vu un comme ça, tu vois. Et c'est vrai que je pense que le marché est juste beaucoup moins profitable aujourd'hui qu'il ne l'était 3 ou 4 ans en arrière, que également, la concurrence a augmenté, parce que tu vois une autre réalité, c'est que t'as pas du tout le même succès entre une formation sur l'immobilier et sur un accompagnement, tu vois, sur c'est que peut-être les business models ont un petit peu évolué dans la formation en ligne. C'est que maintenant on n'attend pas juste des plateformes, on attend surtout un accompagnement et être un petit peu guidé. Et nous on a déjà mis un peu la main sur ce que Christopher Wangen propose. En tout cas proposé à l'époque, c'était moyen quand même, quoi. En fait c'était nos cours de droit, de compta en L1, quoi, sur l'IMO, tu vois. Franchement, je sais pas si j'ai vraiment envie de tirer sur l'ambulance moi j'y vais, pour parler du contenu, même si c'est vrai qu'on a déjà eu plusieurs retours un peu négatifs là-dessus. Moi, c'est surtout que le business model est pas le même et que forcément, ton taux de passage à l'action est pas du tout le même. Forcément, moi, ce qui m'avait toujours étonné, et en plus, lui était plutôt fier, mais c'est que je crois que le taux de passage à l'action sur ces formations, il devait être autour de 10%, tu vois. Ce qui est bien, hein. Ce qui est bien pour le monde des formations, mais ce qui en soi fait péter les plombs, parce que tu dis putain, t'as quand même des gens qui ont dépensé plusieurs
plusieurs milliers d'euros pour aller y avoir accès. Et en fait, t'en as 1 sur 10 qui passe à l'action. Alors que quand tu fais de l'accompagnement, en fait, t'es à 100% de taux de réussite. Parce que, forcément, comme t'es Ils ont pas derrière le la choix, personne, quoi. elle a pas le choix, tu vois. En fait, elle a payé pour que tu lui fixes des rendez-vous, pour que tu sois avec elle et qu'en gros, même si elle a un doute, même si elle te dit, ah non, pas cette année, l'an prochain, tu dis, en fait, non, c'est cette année, on travaille ensemble cette année, l'an prochain, je serai plus là, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça a rien à voir. Et je pense que le marché est moins porteur là-dessus parce que tout a évolué et qu'il y a beaucoup Oui, plus de c'est juste qu'il faut confiance. se repositionner et retrouver quelque chose Exactement. qui Donc fonctionne. c'est pour ça, j'ai juste trouvé ça intéressant qui justifie l'annulation de son Z Festival pour des considérations économiques au niveau macro, alors qu'en réalité c'est vraiment au niveau de juste aujourd'hui ça fonctionne moins bien que ça fonctionnait il y a 3 ans quand il a commencé à se lancer ce truc-là, quoi. Je pense aussi qu'il il habite plus en France depuis un moment, lui, non? Ouais, il habite plus Il en y a de France. ça aussi, je Ouais. pense, un peu déconnecté de ce qui se passe Ouais. réellement ici. Mais c'est marrant de savoir comment ils se tirent un peu tous dessus, parce que bon, moi, on en connaît d'autres, hein, des plus ou moins du niveau de Christopher Wangen en termes on va dire de chiffre d'affaires en formation dans la sphère de l'immobilier. Et ses concurrents, ils lui reprochaient souvent de parler d'immobilier alors que justement, il visitait jamais de biens, parce qu'en fait, il est tout le temps en vacances, tout le temps dans les avions, tout le temps pas là, en fait. tout le temps pas là, exactement. Et il lui disait, je vois pas comment le mec il peut te parler d'immobilier en France s'il fait jamais une visite sur le terrain. Bon, après Ouais, c'est c'est chacun son. voilà, c'est ses concurrents qui disaient ça, quoi. Ok, pour ça, est-ce que on n'en profite pas pour parler un petit peu de ce que... Alors là, tu fais un gros rebond. Bah, j'en Le, profite du coup le parce qu'on doit... placement de produit là, il arrive parfaitement. Mais en vrai, si tu veux, vas-y, on peut en parler. On peut en parler maintenant. Parce que c'est vrai que vous le savez, nous depuis le début de l'année, on accompagne des investisseurs. Donc bon, là, on parlait un peu de quelqu'un qui faisait des formations. Nous, c'est pas du tout pareil. C'est vraiment de l'accompagnement. On accompagne déjà pas mal d'investisseurs depuis le début de l'année. Et c'est vrai qu'on vous a parlé des locaux commerciaux là il y a quelques semaines. Parce que voilà, c'était un peu la nouvelle offre qu'on avait lancée en termes d'accompagnement et qui s'adressait un peu plus à des gens qui avaient déjà investi et qui voulaient éventuellement se diversifier, même si on peut totalement commencer par investir par les locaux commerciaux, mais en parallèle, on accompagne toujours des primo-investisseurs, donc des gens qui n'ont jamais investi, à faire leur première opération, à être accompagnés pas à pas de la définition de leur stratégie jusqu'aux travaux et la mise en location du bien. Et c'est vrai qu'on en parlait un peu moins parce qu'on avait déjà pas mal d'investisseurs accompagnés. Ah, parce qu'on en a une trentaine, on en a eu une trentaine. On en a une trentaine sur l'année et c'est vrai que forcément moi c'est beaucoup de temps pour moi parce qu'entre guillemets si vous demandez un peu ce que je fais de mes journées aujourd'hui, c'est vrai que ça occupe une certaine part des journées parce que c'est des rendez-vous, c'est des retours, il faut être réactif, entre guillemets c'est normal, la personne elle a besoin que je sois là pour la guider pas à pas dans ses opérations. C'est pour ça qu'on vous en parlait un petit peu moins sur le podcast. Là on en a pas mal qui commencent à arriver au bout des opérations, donc ça me libère un peu plus de temps et là effectivement on a un nouveau un peu plus de mou pour pouvoir prendre d'autres investisseurs à venir travailler avec nous pour réaliser leur première opération. En plus, on a un petit peu changé la formule initiale parce que c'est normal, on s'est professionnalisé. Ouais, on a testé des trucs sur quel est le nombre de rendez-vous le plus optimal pour eux, pour nous. Comment est-ce qu'on s'articule? On a même mis en place des mini-formations, etc. Donc voilà, en vrai, en termes de ressources, tout à fait. Maintenant, il y a une plateforme avec du contenu dessus pour justement amener la théorie pour qu'après dans ça c'est l'application... pour éviter que tu passes des calls entiers à répéter de la théorie. Oui, tu c'est vois. ça, ou entre guillemets, c'est vrai que à la base, des fois, je faisais des rendez-vous d'1 heure où j'expliquais des régimes fiscaux et je me dis, bon, il y a peut-être un moyen plus stratégique pour essayer d'amener l'information pour qu'après, on puisse être dans l'application du régime fiscal et pas juste dans l'explication de celui-ci. Et du coup, forcément, voilà, maintenant, on a une plateforme avec pas mal de ressources également à disposition. On a un groupe aussi qui s'étoffe avec pas mal d'investisseurs dedans où on commence petit à petit à créer un peu notre réseau d'investisseurs à travers la France et ça, on en est très content aussi. Et du coup, là, on a à nouveau des places de disponibles pour venir travailler avec nous. Et à ce moment-là, je vous invite à directement cliquer sur le lien dans la bio de cet épisode. Ouais, c'est surtout qu'on a... Enfin là, pour le coup, on en a aucun qui a pas réussi. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a eu quelqu'un qui prenait l'accompagnement, ils ont tous réussi à acheter au moins à 10%. Donc en vrai, en vrai, on est quand même super fiers de ça. Et parce on sait comment faire vu on y est passé. Là, on a un peu de recul sur comment apprendre aux autres à le faire. Et du coup, si ça vous intéresse, en fait, on a une vidéo en bio qui explique un peu comment acheter son premier bien. Exactement. C'est gratuit, c'est accessible à tout le monde, donc n'hésitez pas si jamais.
Est-ce que d'ailleurs, on va parler peut-être qu'il se reconnaîtra, de Quentin, qui est un de nos investisseurs et il a fait quelque chose On recommande à tout le monde. on recommande à tout le monde de faire. C'est-à-dire que quand vous projetez d'acheter un bien, etc., que vous voulez vous faire une idée de combien ça se louerait, etc., ce qu'on fait généralement, alors je sais pas, lui il a pris les vraies photos. Ça, c'était toi qui lui as dit, non? Oh, en vrai, c'est toujours pareil, c'est que il y a tester le marché, que ce soit en termes de préallocation, de demande. Par exemple, quand vous visitez un bien, vous voulez tester la zone, savoir si vous allez trouver des locataires facilement. C'est vrai que c'est un vrai conseil qu'on donne. Et c'est vrai qu'en termes de photos sur l'annonce que vous allez faire, vous avez plusieurs choix. Soit vous prenez les photos que vous avez prises à la visite, mais des fois il n'y avait pas de lumière, des fois il faisait gris ou il faisait nuit, du coup vos photos sont pas top. Soit vous prenez les photos d'un autre bien équivalent, parce qu'en soi le but c'est de tester le marché, donc on s'en fiche que ça soit exactement le même appartement ou pas le même Prenez un appartement. truc qui ressemble, en tout cas. Voilà, vous prenez un truc qui ressemble en termes de prestations et de superficie surtout. Ou alors vous prenez, si elles sont jolies, parce que des fois elles sont pas jolies, vous pouvez prendre des photos de l'agent immobilier qui sont dans l'annonce Le Bon Coin, si elles sont jolies, parce qu'en vrai je pense que par exemple sur des appartements, des immeubles de rapport, franchement 2 fois sur 3 les photos de l'agent elles sont éclatées pour être mises en location, donc entre guillemets c'est pas toujours intéressant. Mais quand les photos sont jolies, vous pouvez éventuellement les récupérer. Et du coup il a récupéré directement les photos de l'agent IMO qui était sur Le Bon Coin, mais encore une fois, rien d'illégal là-dessus, il n'y a pas de propriété intellectuelle sur des photos d'un bien immobilier. Le droit à l'image, ça s'applique sur les personnes, pas sur les biens. C'est-à-dire que, je sais pas moi, il y a une Lamborghini qui passe dans la rue, je peux la prendre en photo et la mettre sur mon compte Instagram. Le propriétaire de la Lamborghini, il peut pas me dire, c'est ma Lamborghini en fait. Tant que lui, on le voit pas, il peut rien me dire. Donc, entre guillemets, rien d'illégal là-dedans. C'est pour ça que c'est une stratégie que je donne. En plus, même d'un point de vue, tu vois, on pourrait encore imaginer que ça serait prendre des fausses photos pour monter une arnaque ou une escroquerie, mais non, là c'est juste pour tester le marché. S'il y a des prospects qui sont intéressés, tu leur dis simplement désolé, le bien est déjà loué, comme ça ils perdent pas de temps. Bref, et ça dure pas longtemps. Et ça dure pas longtemps, en général tu la laisses 1 ou 2 semaines. Et là, pas de chance pour lui, c'est la première fois que ça arrive. Il faut savoir que nous, ça on a dû le faire mais 20 ou 30 fois, quand on multiplie par toutes les personnes à qui on a donné le conseil et qui l'ont fait, je sais pas, je pense qu'on doit arriver à entre 100 et 200 fausses annonces de ce type-là. C'est la première fois que le vendeur tombe sur l'annonce de la mise en location de l'appartement. Et en plus, comme c'est un giga boomer, au lieu de se dire en fait l'acquéreur il est en train éventuellement, alors peut-être pas tester le marché parce que c'est pas un investisseur IMO, il comprend peut-être pas, tu vois, mais au moins il aurait pu se dire en fait il est déjà en train d'essayer de mettre à la location les appartements pour se projeter dans l'acquisition. Il s'est dit quoi? Il s'est dit qu'en fait il était en train de louer ses propres appartements pour escroquer des gens, tu vois. Parce que la tournure du mail qu'a envoyé l'agent immobilier à l'investisseur, c'était vraiment tourné un peu comme ça. Et vraiment désolé pour toi, c'est la première fois que ça arrive. Et en plus, le plus marrant dans tout ça, c'est que le pire, c'est qu'ils l'ont super mal pris, tu vois. Et ça montre en plus à quel point ils comprennent rien, tu vois. En plus, moi, je m'étais dit, à la limite, l'agent IMO, il est censé passer un peu la communication. Oui, il va comprendre. Oui, pas du tout. Pas du tout. Il attend de boomerisme encore plus que le vendeur. Je pense qu'il a encore aggravé le truc, sans doute, avec le vendeur en mettant un mail. J'aimerais avoir vos explications. Tu sais, en gros, encore une fois, comme si t'avais fait quelque chose d'illégal. C'est presque, je sais pas moi, comme si t'avais mis une punaise sur la chaise de ton prof au collège, tu vois. Enfin, je sais pas. Alors que, en fait, tu fais rien d'illégal et en soi. Surtout que si tu l'expliques de manière cordiale, en vrai, Oui, tout le monde dira, d'accord, tu vois. C'est ça. Et vous pourriez me dire, oui, mais pourquoi tu poses pas à chaque fois la question à l'agent immobilier ou au vendeur? Mais parce que c'est des boomers qui comprennent pas, justement. Et pour pas perdre de temps, en fait, voilà, visiblement, les stats, c'est 1 fois sur 200, ils vont s'en rendre compte. Donc, bon, écoutez, c'est pas très grave, mais on a trouvé ça très drôle parce que, voilà, c'est justement un truc qu'on dit, ils s'en rendent jamais compte parce que, si vous voulez, c'est toujours la logique, le vendeur qui est en train de vendre son bien, qu'est-ce qu'il ferait sur Le Bon Coin à chercher des apparts à la location? En fait, c'est vrai que c'est improbable, en fait. Oui, c'est improbable. Non, à mon avis, ce qui a dû se passer, c'est que je pense que la commune doit être petite et qu'à mon avis, ça doit être un boomer qui doit acheter et revendre des trucs sur Le Bon Coin. Et tu sais... T'as des suggestions, tu penses? Non, c'est pas des suggestions. Je pense que, tu sais, quand t'es dans une petite ville, sur Le Bon Coin, tu peux mettre toutes les annonces sur la ville.
Ah, OK, ouais. Et je pense que comme il a mis toutes les annonces sur la ville, il a dû voir l'annonce de location passer. Comme c'est une toute petite ville, à mon avis, je te dis même des annonces à la location, il y en a une par semaine qui est publiée, tu vois. Et ça finit comment, du coup? Il a Bon, je pense qu'il a expliqué à l'agent immobilier le pourquoi du comment, et je pense que ça s'est tassé comme ça, quoi. Mais bon, moi, ce qui m'a surtout fait rire, c'était la réaction du vendeur, de l'agent immobilier. Genre, tu sais, on aurait dit que il était en train de, tu sais, il était en train de changer, parce qu'il y avait une tentative de fraude que j'avais entendue il y a quelques mois. Je pense qu'il s'est tassé parce qu'elle est pas aussi facile que ça. C'était les gens qui faisaient des fausses AGE pour soi-disant récupérer les SCI. Tu te souviens? Ah oui, oh non, mais oui. Et en fait, la manière dont le mail était tourné, on aurait dit qu'il était en train de lui voler son immeuble, tu sais, alors que non, il a juste mis une fausse annonce pour tester le marché. Enfin, vraiment, c'est un truc débile, tu vois. Et sur ça m'a fait beaucoup rire la réaction disproportionnée par rapport au truc, à un truc qui est vraiment dérisoire, quoi. Mais tu vois, d'un autre côté, je me dis, en fait, ça va, ça arrive pas qu'à nous, parce que nous, on est spécialistes de ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il nous arrive toujours des trucs d'ultra boomer. Mais c'est vrai que genre, celui-là, il n'est jamais arrivé pour non, le coup. pour le coup, c'est jamais arrivé, mais c'est vrai que, bah, comme quoi, ça arrive à tout le monde, parce que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, on vous avait parlé d'un couple d'investisseurs qu'on a qui avait reçu un mail, mais là, le taux de boomerisme, il était même plus à 100%, il était à 120%. Ouais, pareil, il s'était fait et traité d'escroc parce qu'ils essayaient de négocier le prix, quoi. Il s'avait fourni une attestation de banque ou je sais pas quoi, ce qu'avait demandé le vendeur à la base. Hein, Ouais. et franchement, le mail, mais j'étais là, oh là là. Donc comme quoi, il faut être... Enfin, faut s'y attendre, quoi. Oui, voilà, faut s'y attendre. Après, c'est pour ça qu'on le raconte, c'est que c'est des trucs qui font Ça fait sourire parce sourire. que c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Mais tu sais que je trouve que les boomers sont mauvais en communication d'une manière générale. En fait, je trouve Non, mais que... c'est une montagne de tout. Tu Voilà, sens c'est vraiment ça. que c'est des gens qui ont vécu tellement dans un, Microcosme, dès ouais, qu'il y a un exactement, où moindre... il y a jamais eu de problème, où entre guillemets, tout a toujours été dans leur sens, que au moindre souci, tout de suite, ça prend des proportions Mais gigantesques. exactement. Enfin, je veux dire... Enfin, même des fois, quand il y a des choses qui sont graves, enfin, nous, on n'est pas là à Ouais. hurler, à... Mais ils nous ont déjà fait des trucs, hein. Tu te souviens, ça vient de me revenir parce que j'en ai parlé hier. Tu te souviens quand même qu'il y a un des immeubles qu'on a acheté où, alors que j'étais remonté en Belgique pour faire les obsèques de mon grand-père, j'ai quand même pris au téléphone le vendeur de l'immeuble qu'on était en train d'acheter parce qu'on était en retard par rapport aux offres de prêt, qui nous faisait toute une histoire parce que soi-disant il était pressé de partir à l'étranger et qu'il attendait de vendre. Les bureaux, tu veux dire? Non, c'était un immeuble, tu sais, 3 appartes et local commercial. Ah oui. Oui, Et putain. Ah oui, oui, et oh que là du coup là. j'avais quand même l'agent immobilier savait plus quoi lui dire, c'était moi qui avais pris le vendeur au téléphone pour le rassurer, et en fait il avait été mais détestable au téléphone. Du coup 3 semaines après on avait eu nos offres de prêt, et tu te souviens qu'on avait attendu encore 3 semaines pour faire la signature parce que finalement il était pas prêt pour Oui, il était déménager. pas prêt. Et quand une fois qu'on a acquis, il habitait au 3e étage. Et en fait, je crois qu'on lui a fait 2 mois de location parce qu'il était toujours Et il pas... est toujours pas il déménagé. attendait son or ou je sais pas quoi, parce qu'il a, du coup, l'argent de la vente, il a visiblement transformé en or. Et il attendait ça pour partir au Vietnam ou je sais pas où. Mais je me dis, mais c'est... Enfin bon, bizarre. Ouais, bah du coup voilà, vous inquiétez pas, si Si ça vous arrive, allez voilà, tomber ouais. vous allez tomber sur ce genre de spécimen, on en a déjà côtoyé pas mal, quoi. Donc voilà. Bon, ben, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes. Ça nous aide à nous rejoindre sur La Flouserie. Et allez voir sur le lien en bio, du coup. Oui. Allez, et sur La Flouserie et Quitte le Boomer Dream sur Instagram, on vous partage un peu notre quotidien d'investisseur. Allez, à la semaine prochaine. Salut, Ciao. ciao.